Un train qui pourrait rouler à plus de 1200 km à l'heure. Muriel Valin, bonjour. Bonjour. Quand j'ai vu que vous prépariez un article dans Sciences & Vie sur Hyperloop, le train qui va rouler peut-être un jour à 1200 km à l'heure, première réaction, je crois pas, ça marchera jamais, c'est fou. Moi non plus, je n'y croyais pas. Ah oui? Ah oui, oui, oui. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était en 2013. Il y avait un certain Elon Musk, vous en avez entendu parler. Alors, Elon Musk, redisons, milliardaire. Milliardaire. C'est lui qui a fait Tesla, la voiture électrique. Oui. SpaceX aussi, le transport spatial. Donc c'est quelqu'un qui a plein d'idées folles et qui emmène certaines à bout. Et alors lui, en 2013, il dit, moi, je vais vous préparer un projet qui va consister à faire un tube, quasiment sous vide. Je vais mettre des petites nacelles à l'intérieur et on va circuler à 1200 km/h. Enquête investigation reportage, vous regardez, c'est pas si fou que ça. Alors, on y allait vraiment sceptique au début, parce qu'à Sciences & Vie, on avait entendu parler de plein de projets de ce type-là, de trains sous vide, qui iraient très vite. Ça n'a jamais vu le jour. Et puis, vers 2016, il a commencé à se passer des choses curieuses. C'est-à-dire qu'on a vu des labos se monter, des entreprises qui se sont créées exprès pour travailler sur ce projet-là. Et qui investissent. Qui investissent, et qui ont dit, nous, on veut essayer de voir ce que ça donne. Il n'y a pas que, hein, même la SNCF en France. La SNCF a financé. Alors eux, ils disent, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais c'est suffisamment intéressant et titillant pour qu'on y aille. Alors, parlons technique, technologie. Ça sera dans un tube. Oui. Un tube sous vide. Pas tout à fait, parce que l'idée de départ sous vide, c'était de dire, si on a le tube sous vide, les nacelles, elles vont pouvoir circuler sans frottement, donc extrêmement vite. Le problème, c'est de créer un tube sous vide, c'était extrêmement énergivore, donc très cher, pas faisable. On est presque vide. Donc presque vide, voilà. Donc, il n'y a quasiment pas de frottement de l'air. Voilà, et donc les nacelles peuvent aller extrêmement vite. Et il n'y a pas de rail. Et il n'y a pas de rail, il y a un système de sustentation magnétique type aimant, comme on a pu déjà voir sur d'autres modèles. Ça, c'est pas de la science-fiction. Tout à fait, c'est ce qu'on voit déjà notamment en Asie, où on a déjà des trains qui fonctionnent un peu de ce type-là. Alors ce ne sera pas exactement la même technologie, mais il y a l'idée vraiment d'utiliser des aimants et donc aussi d'avoir des nacelles qui peuvent circuler sans frotter avec des rails. Bon, il y a déjà donc des technologies sur étagère, on en est où? Est-ce que ça a dépassé le stade du papier? Tout à fait. Elon Musk, en 2013, il avait fait son petit document qu'il a livré aux ingénieurs de manière vraiment libre en disant « emparez-vous du sujet ». Et là, on commence à avoir des premiers tests qui ont été menés. Il y en a eu un à l'été 2016. Et il y a des labos qui sont en train de dire « voilà, notre nacelle, elle commence à voir le jour. On a fait des tests en laboratoire. » Ça commence vraiment à devenir concret. Ça pourrait être où, ce Hyperloop? Alors, est-ce que ça sera en France? Non, parce que vous imaginez bien que pour pouvoir passer de 0 km/h à 1200 km/h, il va falloir une certaine distance pour pas avoir une accélération qui rend dingue et qui est insupportable. Donc si on voulait avoir une accélération un peu du type du métro, il faudrait compter 50 km à peu près pour atteindre cette vitesse-là. Donc c'est forcément sur des distances assez longues et dans des endroits où il y a de la place pour pouvoir développer les infrastructures. On ne va pas pouvoir développer des tubes partout dans des zones très denses. Donc le désert? Plutôt des déserts, voilà. Il y a le Canada qui est très intéressé, la Russie. Il y a récemment Dubaï qui a dit « moi je veux un Hyperloop et je veux même qu'on soit le premier pays à le déployer ». On verra bien. Mais ça donnerait quoi en temps de trajet? Alors même si ça ne sera pas déployé en France, on peut avoir quand même une petite idée pour sentir ce que ça veut dire 1200 km/h. Ça veut dire Paris-Nice en 40 minutes. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Voilà. Mais sur des grandes distances, au Canada, aux États-Unis, dans le désert ou à Dubaï, c'est jouable. Donc ça veut dire que ça va marcher. Ça peut marcher. On ne sait pas, ça mais bouge. Il se passe quelque chose et c'est suffisamment intriguant pour qu'on ait envie de creuser, de suivre tout ça de près, en se disant, ça n'aura pas forcément. Ce que disaient les chercheurs qu'on a pu interviewer, c'est que ça n'aura pas forcément l'allure qu'on voit actuellement dans les présentations, les labos, parce qu'ils sont en train de faire de l'investigation. C'est pas tout à fait au point. Mais on ne sait pas comme la fusion nucléaire où on est vraiment très loin. Là, les ingénieurs disent, c'est pas impossible. Il va falloir que les gouvernements soient prêts aussi à investir dans la structure, mais c'est pas impossible et il y aura peut-être quelque chose qui va voir le jour. Les investisseurs financiers s'y intéressent, la communauté scientifique s'y intéresse. Il y a même l'Institut de technologie de Massachusetts, le MIT. Le MIT est dessus. Ça veut dire que le prochain article de Muriel Valin dans Sciences & Vie sur Hyperloop, ça sera peut-être bien plus tôt qu'on l'imagine. Peut-être bien plus tôt qu'on l'imagine. Merci Muriel d'avoir été notre invitée. Surtout, n'oubliez pas, n'oubliez jamais que la curiosité n'est pas un vilain défaut. À bientôt.